Et si la plus grande bataille d'Afrique ne se livrait pas sur les champs de bataille, mais dans les salles de réunion et les bilans comptables? Imaginez une guerre sans fusil, mais avec des arguments implacables, des chiffres, des traités, des récits qui fissurent les certitudes. Partout sur le continent africain, une guerre des réparations prend forme. Pas avec des armes, mais avec la diplomatie, le droit et ce pouvoir subtil du récit. Et cette guerre, elle ne crie plus dans le vide. Pendant des siècles, la richesse a jailli hors de l'Afrique, alimentant banques, industries et États-providence ailleurs, pendant que le monde appelait ça du commerce ou du développement. Mais derrière les mots, c'est une conquête silencieuse qui s'est jouée. Extraction massive, système structuré pour que la valeur brute quitte l'Afrique et se multiplie loin d'elle. Les rails ne reliaient pas les villages africains entre eux, mais les mines aux ports, les plantations aux navires, les richesses de l'intérieur aux marchés européens. Le cœur de ce système battait ailleurs. Aujourd'hui, l'Afrique ne demande plus simplement justice pour le passé. Elle pose une question radicalement nouvelle. Si l'Occident moderne a accumulé un avantage grâce à des siècles d'extraction organisée, cet avantage est-il vraiment intouchable? Ou peut-il, doit-il, être renégocié? Cette stratégie n'a plus rien à voir avec une protestation émotive ou un simple appel moral. Le continent s'aligne, institution après institution, alliance après alliance, pour mener une bataille d'un genre inédit. Rendre le refus occidental plus coûteux que l'engagement. Transformer la notion de réparation en un levier stratégique. Ce n'est plus une question de vengeance. L'objectif n'est pas de punir ni de supplier, mais de faire payer l'Occident volontairement, au nom d'un nouvel équilibre. Car, et c'est là toute la nouveauté, l'Afrique mise désormais sur la loi et les faits, sur la quantification des flux de capitaux, sur la traçabilité de la richesse, sur la réécriture d'un récit international où la légitimité ne va plus de soi. Les musées européens débordent d'artefacts dont les histoires sont incomplètes. Leurs banques ont été capitalisées par des ressources extraites d'un autre continent. Même les infrastructures paisibles d'aujourd'hui ont des origines qu'on préfère oublier. Ce qui est en jeu, pour les États africains comme pour les sociétés occidentales, c'est bien plus que de l'argent. C'est du temps perdu ou rattrapé, de l'influence diplomatique, et cette réputation internationale qui, demain, pourrait vaciller. Si l'Afrique échoue, le statu quo d'inégalité se perpétue. Mais si l'Occident continue à résister, il prend le risque de voir sa légitimité et son influence s'effriter sur la scène mondiale. Alors, comment cette stratégie africaine, aussi discrète qu'implacable, s'est-elle forgée? Pour le comprendre, il faut remonter à l'histoire économique qui a façonné notre monde actuel. La richesse ne tombe pas du ciel. Elle coule d'un continent à l'autre, laissant des traces visibles et invisibles. Quand on parcourt aujourd'hui les grandes capitales européennes, on admire les façades immenses des banques, les quais animés des ports, les musées emplis de trésors venus du monde entier. Mais derrière la beauté des pierres se cache une histoire bien moins reluisante, où l'Afrique a servi de socle invisible à l'édification de ses empires. Parce que, contrairement à ce qu'on voudrait croire, la prospérité occidentale ne vient pas de nulle part. Elle s'est bâtie sur une immense opération de transfert, de l'extraction brute de richesses africaines vers l'Europe, une opération pensée, organisée, institutionnalisée. Rappelons-le, à la conférence de Berlin, en 1884, les puissances européennes se sont partagé le continent africain comme on divise un gâteau, sans qu'aucun Africain ne soit invité à la table. Chacune s'est attribué des territoires, des peuples, des ressources. Mais surtout, elles ont installé une infrastructure sur mesure, des chemins de fer et des ports pensés non pas pour relier les populations africaines entre elles, mais pour acheminer l'or, le caoutchouc, le coton, le cacao, et plus tard l'uranium et le pétrole, directement des mines et des champs vers les bateaux. C'est ainsi que les banques européennes ont été alimentées, que des industries ont été capitalisées, et que des fortunes se sont construites, parfois en 1 ou 2 générations. Même les musées, qui accueillent aujourd'hui des millions de visiteurs, doivent une partie de leur prestige à des collections constituées en pleine expansion impériale. On pourrait croire que tout cela appartient au passé. Mais le piège de la colonisation,
c'est qu'elle a laissé derrière elle des structures économiques profondément inégalitaires. À l'indépendance, la plupart des pays africains se sont retrouvés avec une économie taillée pour exporter des matières premières et importer tout le reste, sans industrie diversifiée, sans infrastructures adaptées à leur propre développement. L'Afrique indépendante a hérité d'une dépendance structurelle, piégée dans la fluctuation des cours mondiaux, obligée d'emprunter à l'extérieur pour financer ses besoins, souvent aux conditions dictées par d'anciens maîtres ou par des institutions internationales. Dans les années 1980, la chute des prix des matières premières a plongé de nombreux pays dans la crise de la dette, suivie d'ajustements structurels, austérité, privatisation, qui ont encore réduit leur marge de manœuvre économique. Aujourd'hui, il ne s'agit plus seulement de regarder en arrière avec émotion ou nostalgie. L'argument n'est plus moral, il est structurel. De nombreux économistes et historiens l'ont montré. Les flux de richesses extraits de l'Afrique ont contribué à l'essor industriel et financier de l'Occident, tandis que les bases économiques africaines restaient fragiles, dépendantes, sous-capitalisées. Ce déséquilibre n'a jamais vraiment été corrigé. Le temps, contrairement à ce qu'on voudrait croire, n'a pas effacé ce fossé. Il l'a parfois aggravé, en empilant de nouvelles couches de dépendance sur un socle déjà inégal. Alors, la question s'impose. Dans quelle mesure l'inégalité actuelle entre l'Afrique et l'Occident découle-t-elle de ces transferts structurés, de ces infrastructures pensées pour l'extraction plus que pour l'autonomie? Et si on ignore cette histoire, quelles conséquences cela a-t-il pour l'avenir? Car fermer les yeux sur ses origines, c'est accepter de légitimer les inégalités d'aujourd'hui. C'est priver l'Afrique de tout levier sérieux pour redéfinir sa place dans le monde, et c'est aussi priver les sociétés occidentales d'une réflexion honnête sur leur propre légitimité et leur héritage. Mais les lignes bougent. Après des décennies où la question des réparations se limitait au langage de la protestation morale, une nouvelle stratégie prend forme. Aujourd'hui, l'Afrique ne se contente plus de réclamer justice au nom de l'histoire. Elle mobilise la diplomatie, le droit, les institutions et les récits pour transformer la question des réparations en une arme de négociation puissante. La revendication morale laisse place à une offensive institutionnelle et technique. Ce n'est plus une plainte, c'est un audit global, mené avec précision. Aujourd'hui, la lutte pour les réparations en Afrique ne ressemble plus aux protestations isolées du passé, ni aux cris étouffés sur la scène internationale. Quelque chose de fondamental a changé, la transformation de cette cause en stratégie collective, portée par des institutions africaines, des alliances transatlantiques et une approche juridique structurée. Regardez l'Union africaine. Jusque récemment, la question des réparations était souvent reléguée à des pétitions, à des forums militants, à des initiatives dispersées d'intellectuels ou à des conférences où l'on prêchait souvent dans le désert. Mais désormais, c'est un agenda politique assumé. L'UA ne se contente plus de symboles. Elle fédère les États africains autour d'un objectif commun. Elle s'aligne avec les revendications de la diaspora et de la CARICOM. Elle organise des sommets, des commissions, des groupes de travail spécialisés. Cette unification, c'est la clé. Là où la dispersion affaiblissait, la cohésion renforce. Ce n'est plus chaque pays pour soi. C'est un front, divers mais solidaire, qui parle d'une seule voix sur la scène mondiale. Et cette voix s'appuie désormais sur des outils concrets. La bataille n'est plus simplement morale, ni strictement financière. Les revendications s'articulent autour de plusieurs axes. La reconnaissance formelle des torts subis, la restitution des œuvres et objets culturels qui peuplent encore les musées européens, la restructuration ou l'annulation de dettes issues d'un système économique colonial déséquilibré, l'obtention de financements au développement conçus non plus comme de la charité, mais comme une correction nécessaire d'un passé inégal. Bref, il s'agit d'un arsenal diplomatique, juridique et économique, où chaque exigence est pesée, argumentée et intégrée à des négociations plus larges. Ce glissement vers une démarche institutionnelle change tout. Face à une Afrique organisée, les résistances occidentales perdent de leur virulence. Personne n'aime être confronté à son passé, mais il est plus difficile d'ignorer une approche coopérative, documentée, orientée vers l'avenir. Les demandes ne sont pas formulées comme des menaces,
Elles sont présentées comme des opportunités de rebâtir la relation sur des bases plus justes. C'est ainsi qu'on voit apparaître des commissions mixtes, comme celle récemment créée entre la France et Haïti pour enquêter sur la rançon de l'indépendance. On n'est pas encore à la réparation complète, mais le simple fait de briser le déni ouvre la voie au précédent. Attention cependant, l'enjeu est immense. Si l'Afrique échoue à maintenir cette dynamique d'unité et d'institutionnalisation, elle risque de perdre tout l'effet de levier patiemment construit. La fragmentation reviendrait, le scepticisme international reprendrait le dessus, et la cause des réparations retournerait à la marge du réel politique. Mais, portée par le poids démographique, économique et géostratégique du continent, cette stratégie a aujourd'hui une portée inédite. D'autant plus que le contexte mondial a changé. Multipolarité, diversification des alliances, montée en puissance de la jeunesse africaine et pression croissante sur la réputation des anciennes puissances coloniales. Ce mouvement n'est donc plus une plainte à l'ancienne, c'est une négociation stratégique qui sait que, parfois, il vaut mieux faire évoluer la norme que gagner un procès. Quand le refus occidental devient plus coûteux que la coopération, la balance commence à pencher. Mais cette bataille ne se limite pas à l'économie ou au droit. Elle touche aussi au cœur même du récit, de la mémoire et de la légitimité internationale. C'est là que la guerre silencieuse pour les réparations prend toute sa dimension, et c'est ce que nous allons explorer dans la suite. Quand le récit change, le pouvoir change. Aujourd'hui, ce n'est plus seulement par les armes ou la confrontation directe que l'Afrique mène son combat pour les réparations. C'est une bataille de récits, de lois, de diplomatie, qui se joue dans les coulisses d'un monde devenu multipolaire. L'ancien monopole occidental sur la définition de ce qui est juste, légitime ou même pensable vacille face à la montée en puissance de nouveaux acteurs globaux. La Chine investit massivement, l'Inde déploie son influence, la Turquie et les pays du Golfe tissent des alliances, la Russie parie sur des partenariats stratégiques. Cette diversité d'options donne à l'Afrique un levier inédit. Désormais, ignorer ou minimiser les demandes africaines, c'est risquer de pousser tout un continent vers d'autres alliances. Et plus le coût du refus augmente, plus la négociation sur les réparations devient crédible. Mais ce qui se joue n'est pas qu'économique ou géopolitique. Il y a une vraie révolution psychologique et narrative en cours. Pour des générations entières, le récit dominant voulait que la hiérarchie mondiale soit naturelle, que l'inégalité soit le fruit de déficiences internes, d'instabilité, de mauvais choix politiques. Les injustices structurelles étaient reléguées à des notes de bas de page dans les manuels d'histoire, ou exposées derrière des vitrines de musées. Aujourd'hui, ce récit d'infériorité s'effrite, contesté par des jeunes Africains hyper connectés, capables de retracer le chemin d'une concession minière, de cartographier les flux de richesses, de décortiquer les traités coloniaux avec une lucidité inédite. Ce renversement du regard est capital. Il remet en cause l'idée même que le sous-développement serait une fatalité locale. Il remet sur la table l'hypothèse que l'inégalité globale est aussi le produit d'une architecture historique pensée, et non d'un simple manque de mérite. Comme le disait Frantz Fanon, le colonialisme colonise d'abord les esprits, avant même de coloniser les terres. L'enjeu des réparations n'est donc pas seulement financier ou administratif. C'est une bataille pour la légitimité, pour la reconnaissance du fait que la richesse accumulée au Nord s'est aussi construite sur des fondations d'asymétrie et d'extraction forcée. Et cela ne concerne pas que l'Afrique. À l'Ouest, la pression monte elle aussi. On parle de restitution d'artefacts, d'enquêtes universitaires sur les profits liés à l'esclavage, de débats parlementaires qui interrogent le legs colonial. Les sociétés occidentales, confrontées à leurs propres contradictions, voient émerger une nouvelle génération plus consciente, moins disposée à accepter l'oubli ou le déni. Les musées sont interpellés sur la provenance de leurs collections. Les universités auscultent leurs financements historiques. Les activistes relient la justice raciale du présent au pillage d'hier. Ce déplacement du débat, cette tension entre mémoire, justice et avenir, n'est pas anodine. Avant que les systèmes ne chutent, ils perdent leur emprise psychologique. Ce que l'ère coloniale a légué, ce n'est pas seulement un ordre économique, mais un sentiment d'inévitabilité.
Les réparations, en bousculant la notion de hiérarchie, font vaciller ce socle invisible. Résister à cette évolution, refuser d'engager le dialogue ou de reconnaître la réalité du rapport de force, c'est prendre le risque d'un affaiblissement durable de l'influence occidentale et même d'une fracture profonde de sa légitimité internationale. Le plus intéressant, c'est que ce réajustement ne se fera peut-être pas dans le fracas, mais dans l'administration, la négociation, les traités, les forums, les décisions apparemment techniques mais lourdement chargées de sens. Une nouvelle grammaire du pouvoir est en train de s'écrire, où l'Afrique n'est plus seulement demandeuse, mais négociatrice, et où l'Occident doit choisir entre adaptation constructive ou perte d'influence. Mais quelle forme prendra ce rééquilibrage ? Sera-t-il spectaculaire ou progressif, visible ou feutré ? C'est ce que nous allons explorer dans la suite. La révolution n'aura pas lieu sous les projecteurs, mais dans les marges des traités et des accords. C'est là, loin des grandes annonces et des flashs, que la véritable transformation s'opère. Parce que la justice réparatrice, ce n'est pas l'image d'un chèque immense remis sur une estrade, ni la revanche théâtrale que certains redoutent ou espèrent. Non, c'est un processus, patient et progressif, qui s'inscrit dans chaque article ajouté à un accord de partenariat, dans chaque artefact restitué, dans chaque ligne d'un contrat de dette renégocié. Chaque fois que l'on reconnaît, même à demi-mot, le déséquilibre hérité de l'histoire, on infléchit la trajectoire. On change la norme. Un communiqué officiel qui évoque une asymétrie historique, un nouvel accord qui fait référence à un déséquilibre structurel, une restructuration de dette qui ne se limite plus à des chiffres mais intègre enfin l'héritage de l'extraction coloniale. Ces gestes paraissent parfois modestes, presque anecdotiques. Mais accumulés, ils redessinent, ligne après ligne, le grand livre de la légitimité internationale. Ce qui est révolutionnaire, ce n'est pas la promesse d'une réparation totale et instantanée, mais l'obligation nouvelle d'intégrer l'origine historique dans chaque négociation économique. Le passé ne se range plus dans les annexes des rapports ou les vitrines des musées. Il devient une variable stratégique que l'on ne peut plus ignorer. Cela ne signifie pas de réécrire l'histoire avec amertume, mais de reconnaître que l'équité aujourd'hui ne peut s'affranchir de la trajectoire d'hier. Et c'est là que la valeur de cette démarche devient évidente. Pour les sociétés africaines, la justice réparatrice n'est pas synonyme de victimisation. Ce n'est pas un appel à l'aumône, ni une déresponsabilisation face aux défis internes. Elle vient élargir le cadre d'analyse. Reconnaître les structures héritées ne dispense pas de corriger les failles locales, mais permet d'éviter les explications simplistes qui réduisent toute inégalité à une incapacité interne. C'est un puissant retournement psychologique. L'inégalité n'est plus vue comme la preuve d'une supposée déficience civilisationnelle, mais comme la marque d'une histoire conçue avec des rapports de force profondément inégaux. Pour la jeunesse africaine, qui grandit avec un accès inédit à l'information, cette réinterprétation est fondamentale. Pouvoir traquer les liens entre concessions minières, frontières coloniales et trajectoires économiques, c'est refuser l'idée que c'est comme ça, et ça ne changera jamais. L'espoir renaît lorsque l'on comprend que l'injustice structurelle n'est pas une fatalité, que les règles peuvent être renégociées. Mais cette justice n'est pas un blanc-seing. Pour les gouvernements africains, elle impose une responsabilité accrue. Toute avancée diplomatique doit s'accompagner de transparence et de gestion rigoureuse. Réclamer justice structurelle exige aussi de ne pas reproduire de nouvelles formes d'injustice ou d'opacité à l'intérieur. L'enjeu est considérable. Mal gérer cette transition, ou la réduire à des gestes purement symboliques, ce serait manquer l'opportunité historique de repenser l'ordre mondial. Car le vrai gain de cette lutte, c'est de rendre l'ancienne injustice intenable, d'instituer une nouvelle norme où l'équité n'est plus une faveur, mais un socle. Du côté occidental, le coût du refus augmente. Plus la diplomatie internationale associe la légitimité à la capacité de faire face à son histoire, plus l'oubli ou le tri sélectif deviennent des faiblesses stratégiques. Ce n'est pas la morale qui dicte le changement, mais l'évolution du jeu diplomatique même. Finalement, ce mouvement africain n'est ni un acte de rejet, ni la quête d'une revanche. C'est une affirmation sereine de souveraineté et d'agence, la capacité de redéfinir les règles du jeu, d'exiger non pas la charité, mais l'équité.
La justice réparatrice, discrète mais tenace, transforme la manière dont les nations négocient, dont les peuples se perçoivent, et dont le monde envisage l'idée même de justice. Alors, comment chacun de nous peut-il soutenir ou s'inscrire dans cette évolution? L'avenir ne se négocie pas uniquement avec de l'argent, mais avec du courage historique. Ce qui se joue aujourd'hui autour des réparations, ce n'est pas seulement une question de chiffres sur un chèque ou de traités signés dans l'urgence. C'est une bataille pour la reconnaissance, pour l'équité, pour une nouvelle manière de penser la place de l'Afrique et de l'Occident dans l'histoire, et surtout, dans le futur. Rester sur le statu quo, c'est accepter que les règles du jeu mondial continuent d'ignorer leurs propres origines. Laisser croire que les points de départ inégaux, hérités de la colonisation et de l'extraction massive, seraient simplement des faits du passé à enterrer. Mais l'Afrique, aujourd'hui, refuse cette neutralité historique. Elle n'exige pas des réparations comme un dû à la souffrance ou une vengeance symbolique, mais comme un outil de recalibrage, une méthode stratégique pour remettre en cause une architecture mondiale qui s'est construite, parfois, sur son dos. Ce qui change, ce n'est pas l'appel à la justice, mais la manière de mener cette lutte. L'Afrique avance non pas avec le bruit des canons, mais avec l'arme de la diplomatie, du droit, du récit. Elle sait qu'en intégrant la question de l'origine dans chaque négociation, qu'il s'agisse de dette, d'investissement ou de partenariat, elle force l'autre camp à reconnaître que l'engagement, même s'il est politiquement délicat, devient moins coûteux que le refus. Parce que plus la communauté internationale lie légitimité morale et responsabilité historique, plus l'oubli sélectif devient une faiblesse. Ce n'est plus simplement une bataille pour de l'argent ou des excuses, c'est une bataille pour la crédibilité, pour le droit de siéger à la table des négociations sur un pied d'égalité. Les sociétés occidentales, elles, sont à la croisée des chemins. Ignorer les conséquences structurelles du passé, c'est risquer de perdre la main sur la définition même de la légitimité internationale. Car dans un monde où la réputation géopolitique pèse lourd, tourner le dos à cette conversation, c'est renforcer l'idée que la justice ne vaut que lorsqu'elle est confortable. L'Europe, par exemple, a le choix: participer à la création de nouveaux cadres, investir, ajuster les dettes, reconnaître ouvertement le lien entre histoire et économie, ou bien laisser d'autres forces, d'autres récits, combler ce vide. Les États-Unis, de leur côté, voient leur leadership moral remis en cause. On ne peut pas prêcher la justice ailleurs, tout en escamotant la question de l'esclavage et ses séquelles à la maison ou dans ses relations avec l'Afrique. Mais là encore, la responsabilité n'est pas à sens unique. L'Afrique n'achètera pas le présent avec la monnaie du passé. Réparation ne veut pas dire chèque en blanc. Les gains obtenus, s'ils viennent, devront être administrés avec sagesse, transparence et au service de réformes internes. L'enjeu, c'est d'éviter la fragmentation, d'entretenir l'unité panafricaine, de transformer chaque avancée en levier collectif et non en objet de division. Ce moment, c'est bien plus qu'une parenthèse. C'est l'opportunité rare d'écrire une nouvelle ère, où l'histoire n'est plus un simple décor de musée, mais une donnée intégrée à la réflexion économique, juridique, politique. Où l'on reconnaît, enfin, que l'inégalité planétaire n'est pas une fatalité, mais la conséquence de choix historiques qui peuvent être repensés. C'est cela, l'enjeu: participer à la rédaction d'un nouvel équilibre, où la justice n'est plus un slogan, mais un chantier mondial. Si la dynamique des réparations s'enracine dans les pratiques diplomatiques, même par petites touches, l'écho dépassera largement le continent africain. Cela invitera toutes les sociétés à repenser leur rapport au passé et à la réparation, que ce soit pour les peuples autochtones, les descendants d'esclaves, ou toute nation confrontée à l'héritage de l'injustice. Rester passif, c'est laisser passer la chance de voir l'histoire évoluer en temps réel. Agir, c'est accepter que l'équilibre du monde ne se négocie pas uniquement par la force ou la fortune, mais par la capacité collective à regarder le passé en face et à l'intégrer au présent. Alors, la question qui reste ouverte est celle-ci. Sommes-nous prêts, individuellement et collectivement, à prendre part à cette transformation, à exiger que les règles du jeu mondial intègrent, enfin, la réalité de leur origine? Nul ne peut prédire exactement à quoi ressemblera ce nouvel ordre,
Mais une chose est sûre, l'ère du silence est terminée. L'agenda africain n'est plus une marge, c'est un levier. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que l'Occident peut, ou doit, s'engager dans cette voie? Dites-le nous en commentaire. Si ce sujet vous a interpellé, abonnez-vous et activez la cloche. Ici, on explore ce dont personne ne parle, et ce que le monde ne peut plus ignorer. Merci d'avoir regardé, et à très bientôt pour un nouveau chapitre.